Amis du lundi hardi, bonsoir et bienvenue pour notre dernier rendez-vous estival de la réinformation. Nous nous retrouverons ensuite en direct après les Jeux Olympiques, donc en septembre. Et il sera question donc dans cette émission, bien sûr, des élections présidentielles américaines. Après la tentative d'assassinat de Trump, le départ de Joe Biden frappé par le Covid et la limite d'âge, voici venir la wokiste Kamala Harris qui va tenter de vaincre donc le candidat républicain avec d'autres atouts que le président démocrate sortant. En effet, donc, vous l'avez peut-être vu, elle est jeune ou à peu près, elle est femme et noire ou à peu près. Et la question, voilà, est-ce que cela sera suffisant pour vaincre le rescapé de Butler en Pennsylvanie ? Eh bien, vous le découvrirez dans un instant. Nous nous pencherons ensuite sur l'analyse de l'attentat qui a visé, c'est le cas de le dire, Donald Trump, puisque très vite, à côté de, ou au lieu de l'incroyable action de la Providence, des théories plus ou moins fantaisistes ou voire complètement fumeuses ont surgi. Donc ce sera pour nous l'occasion, comme dans le sketch des Inconnus, d'apprendre à distinguer le bon complotisme du mauvais. Nous ferons également connaissance avec James Vance, J.D. Vance, comme disent les journalistes français, le sénateur républicain donc, qui est devenu le numéro 2 de Donald Trump et éventuellement son vice-président si Trump est élu. Alors, qui est ce monsieur ? Est-ce que c'est un Zemmour américain, comme le dit le Figaro ? Pourquoi admire-t-il le général de Gaulle ? Est-il parfaitement net ou quand même un petit peu américain ? Eh bien, vous le saurez également dans un instant. Nous reviendrons ensuite en France avec le scandale de l'Assemblée nationale, où l'on a vu tout un système renier ses principes en excluant méthodiquement le premier parti de France de toute forme de responsabilité. Nous y avons également vu l'entrée des nouveaux sans-culottes de LFI, des racailles de cité qui se comportent à la chambre basse du Parlement comme dans n'importe quel point de deal ou cage d'escalier des banlieues. Et pour finir, donc, nous reviendrons sur l'inénarrable affaire de l'abbé Pierre, impliqué dans des affaires de harcèlement et de violence sexuelle. Alors que faut-il penser du personnage, qui fut longtemps la personnalité préférée des Français ? Et que penser de l'enquête post-mortem menée par la néo-féministe Caroline de Haas ? Alors pour évoquer tous ces sujets, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir les rescapés de la réinformation. Philippe Ménard de Politique Magazine. Bonsoir. Charles-Henri Deloy, écrivain. Présent. Olivier Frère-Jacques, journaliste. Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia. Et Adrien Renoir, journaliste. Bonsoir. Nous regrettons l'absence de Françoise, mais malheureusement, comme vous le savez peut-être, la région parisienne, avec la préparation des Jeux Olympiques, devient insupportable et donc Françoise ne parvient pas à nous rejoindre, donc on l'embrasse très fort. Elle n'a pas son QR code et puis surtout c'est très compliqué de venir même en voiture. Donc surtout en voiture. Surtout en voiture, mais même en métro maintenant. Donc on l'attend, en tout cas on l'embrasse fort et on la retrouvera en septembre. Alors chers auditeurs, vous en revanche, vous pouvez nous envoyer vos courriers et vos messages donc en téléphonant au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou en écrivant un message à l'adresse courriel suivante, courtoisie@rc.fr. Alors, écoutez, je vous propose de commencer immédiatement. Trump a-t-il déjà gagné les élections américaines ? Donc la campagne présidentielle devient une véritable série à rebondissements aux États-Unis, puisqu'après Trump qui survit à un attentat la semaine dernière, c'est hier dimanche, donc Joe Biden, alias Sleepy Joe pour ses adversaires, donc ce Joe l'endormi, qui annonçait son retrait de la compétition. Il sera apparemment remplacé, parce qu'il faut un vote encore, ça n'est pas définitif, mais il sera apparemment remplacé par sa vice-présidente Kamala Harris, qui est une wokiste bon teint, donc il y a cet avantage inouï d'être jeune, femme et noire, mais néanmoins jugée falote et un peu incompétente. Alors, c'est ce qui se dit, je récite. À 106 jours du scrutin, à votre avis, est-ce que Trump a déjà gagné ? Qui s'y colle ? Jean-Yves Le Gallou. Non, je ne pense pas qu'il ait déjà gagné, parce qu'il va faire l'objet d'une intense campagne de diabolisation et de dénigrement par les médias américains. Les grands médias américains, dont je rappelle pour l'élection précédente, on avait estimé que parmi les 200 plus grands médias aux États-Unis, 193 avaient roulé contre Trump et soutenu son adversaire.
Donc je pense que, quel que soit son talent et ses soutiens, et il y en a, je pense à Elon Musk par exemple, c'est loin d'être gagné. D'ailleurs, on peut se faire une petite idée quand même de la situation quand on voit que, selon certains sondages aux États-Unis, parmi les démocrates, 32% pensent que son attentat était un attentat simulé, ce qui prouve quand même, on y viendra tout à l'heure. On y viendra tout à l'heure, ce qui est quand même étrange. Mais ce qui est quand même plus grave, 32% regrettent que le tueur ne l'ait pas buté. Donc, ce qui prouve quand même le degré de haine, d'empathie et de charité vis-à-vis de ce candidat et toutes les possibilités de mobilisation que ça peut offrir, y compris, il faut quand même le rappeler, les risques de fraude électorale dans un pays où, lors des dernières élections, 80 millions d'électeurs avaient voté par correspondance. Alors moi, je ne sais pas comment on peut surveiller un vote par correspondance, surtout quand il y a 80 millions d'enveloppes qui se baladent pendant des semaines ou des jours dans des ballots sans contrôle. Voilà. Déjà, donc je pense France, que l'élection de Trump est possible. Sans doute, si on se mêle de politique américaine, mais après tout, l'Amérique se mêle bien de politique française, souhaitable, mais elle n'est pas acquise. Olivier Farjac. Oui, c'est d'autant moins évident de réussir avec 80 millions d'électeurs qu'avec 577 députés, on n'arrive pas non plus à faire le compte à l'Assemblée nationale, comme on a pu le voir la semaine dernière lors des élections internes au Palais Bourbon. Oui, et ça, c'est la technique du vote kangourou, du vote parachute qui a été utilisée. Alors ça veut dire quoi ? Alors, le vote kangourou, le vote parachute, vous prenez une enveloppe dans laquelle vous mettez le bulletin de votre candidat, vous prenez une deuxième enveloppe dans laquelle vous mettez à nouveau le bulletin de votre candidat, et vous glissez la deuxième enveloppe dans la première. Et vous mettez le tout dans l'urne, et les deux enveloppes se séparent dans l'urne, et vous avez une enveloppe de plus. D'ailleurs, dans le deuxième vote qui a eu lieu à l'Assemblée, les scrutateurs demandaient aux votants de donner l'enveloppe qu'ils mettaient eux-mêmes dans l'urne, ce qui limitait le risque de fraude. Voilà. C'est une technique artisanale parmi d'autres. Jean-Yves Le Gallou est en train de nous expliquer comment frauder en 2 leçons. Je n'ai hélas toujours été dans ces matières-là en défensive, c'est-à-dire que j'ai lutté contre la fraude en sachant très bien que c'est un exercice extrêmement difficile. Mais le Parti communiste pour lutter contre la fraude, il faut connaître les techniques de fraude. Voilà. Comme le gendarme, contre les braconniers, il faut avoir été braconnier. Non, je voulais dire, par rapport à Trump, est-ce qu'il est totalement débarrassé de ses affaires judiciaires ? Alors, je pense que oui, parce que de toute manière, celles qui sont encore en cours ne seront pas votées avant novembre. Donc, de toute manière, il est débarrassé de ça. Voilà. Et ensuite, s'il n'est pas beau joueur, il pourra s'autographier. Non, Charles. Non. Alors, d'une part, l'affaire pour laquelle il a été condamné, on attend que, si je ne m'abuse, que le juge prononce la sentence. Alors ça, c'est laquelle ? La toute première sur celle avec la star du porno. Voilà. Oui. Et donc le fait qu'il ait couché, qu'il ait dit non, et que donc ça prouve que l'intégralité de l'Amérique a été frustrée d'une véritable vérité. Voilà. Donc, indépendamment de ce qu'on peut penser de ce qui a été monté autour de ça, il a été condamné par un jury unanime, comme quoi effectivement il n'aurait pas dû utiliser l'argent de sa campagne, comme quoi ça constituait en fait une volonté de fraude vis-à-vis du peuple américain. Et si je ne m'abuse, on attend encore que le juge prononce la sentence définitive. Dans les sentences possibles, est-ce qu'il y a la prison ? Oui, il y a donc l'inéligibilité. Non, il peut se faire élire en étant en prison. Mais disons que c'est un peu moins simple de faire campagne et que ça constitue peut-être un gros boulet. Et ça permet de le qualifier. Alors, France Info, évidemment, n'est pas écouté aux États-Unis, mais ça permet de le qualifier de criminel. Oui, et de repris de justice. De criminel. Moi, j'ai entendu hier le Trump, le criminel. Voilà. Mais ça pourrait marcher vis-à-vis d'un électorat. Oui. En fait, il y a quand même quelque chose qui est net, c'est que ça marche toujours. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les double haters, autrement dit ceux qui détestent deux camps à la fois, dire ceux qui ne supportaient pas Trump mais ne supportaient pas Biden non plus. Et donc là, il y en avait beaucoup. Et c'était une des indécisions.
au fur et à mesure que Biden devenait gâteux et que c'était visible, et surtout que c'était désormais reconnu et par les démocrates et par l'entourage du président, sinon par le président lui-même, et par les grands médias démocrates, Trump, évidemment, a regagné quelques points dans les sondages. Maintenant, on nous met Kamala Harris et elle n'a pas encore dans les sondages regagné l'avance les démocrates sont encore derrière Trump, mais voilà, si elle fait une bonne campagne, et d'ailleurs les stratèges républicains s'attendent à ce qu'il y ait un regain d'espérance chez les démocrates et que justement ceux qui disaient Trump je ne l'aime pas, mais Biden c'est pas possible, peuvent se dire Trump je ne l'aime pas, mais Kamala Harris pourquoi pas. Alors pour l'instant elle est à 48% dans les sondages et Trump à 51%. Donc il y a quand même une marge de 3%. Oui. Ça n'est pas gigantesque. Adrien Renard. Oui, en fait Kamala Harris elle regagne quand même des points dans les sondages. Et avant que Joe Biden se renonce à briguer sa propre succession, il y avait beaucoup de démocrates qui disaient que Kamala Harris était incompétente. D'ailleurs, en interne chez les démocrates, certains ont dit que Kamala Harris ne serait pas la candidate pour les démocrates. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde s'aligne derrière Kamala Harris. Et je suis certain que les tendances peuvent se renverser et que les démocrates peuvent regagner des points. Après, effectivement, Trump a de l'avance, mais je pense, tout comme Jean-Yves Le Gallou, que l'élection n'est vraiment pas jouée d'avance. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est qui gouverne les États-Unis, parce que c'est pas Biden. L'État profond, évidemment. Oui, mais derrière, c'est qui? Alors là... non, mais c'est des... on ne peut plus parler. Ou alors, il est vraiment un peu sénile, et à ce moment-là, il devra arrêter tout de suite. Non, ça, je pense qu'il y a une administration qui peut diriger quand même un candidat. Il y a quand même un début de campagne sur le fait, c'est ce que Trump demande, et certains démocrates se posent aussi la question, s'il n'est pas capable de faire campagne, est-il capable de gouverner, est-il capable de gouverner, ne faudrait-il pas qu'il démissionne? Voilà. Donc la question se pose quand même, ce qui permettrait à Mme Harris de faire campagne en étant présidente. On voit bien que dans les démocraties occidentales, il n'y a pas forcément besoin d'une personne ou d'un gouvernement pour que les choses tournent. Hein. Oui, on l'a vu en Belgique et même en France, peut-être en ce moment. Sans doute en France demain. Tout dépend de qui est au pouvoir. Après, moi, je ne fais pas un procès sur l'âge des candidats parce que... de toute façon, Trump et Biden n'ont pas énormément de différence. Non. Trump a une bonne santé à 77 ans et Biden en avait une déficiente. Exactement. En revanche, ce qui est amusant, c'est que, si je peux dire, c'est que ça aurait été Biden qui aurait subi une tentative d'attentat, ça serait un saint homme canonisé, etc. Là, c'est Trump, donc on imagine un complot. C'est pour faire la transition avec le deuxième. Alors, Trump, néanmoins, je me permets de donner mon avis, mais c'est pas parce qu'il a échappé à un attentat qu'il n'est pas effectivement coupable, par exemple, d'avoir soudoyé une ancienne star du porno. C'est pas non plus moralement... C'est pas la même chose. Non, mais on a tendance aujourd'hui, surtout à droite, à le dédouaner d'absolument tout. Ça n'enlève, à mon avis, quand même pas grand-chose au fait que on est en droit de ne pas avoir une estime phénoménale pour Donald Trump, même si aujourd'hui on est peut-être content qu'il ait échappé à un attentat. Mais l'homme, c'est l'homme. Après, oui, l'homme, c'est l'homme. La politique. Voilà. Non, mais je veux dire, si vous voulez un saint au pouvoir, il ne s'agit pas d'un saint. Il s'agit de même l'abbé Pierre n'est pas totalement blanc-bleu. Non, mais il s'agit de dire que ça n'est pas parce qu'il a échappé à un attentat. Même Saint-Louis n'était pas totalement blanc-bleu. C'est vrai. Les bordels, mais pour la bonne cause. Non, mais sérieusement. Je suis très sérieux. Oui, non, mais Trump, justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi cette histoire de star porno en somme? De quoi on l'accuse? D'avoir détourné l'argent de sa campagne pour acheter le silence d'une star du porno avec laquelle il a eu une relation. Alors qu'il était marié. C'est pas un crime. Et d'avoir menti. C'est en tout cas une fraude, puisque c'était... pour l'argent de la campagne. Parce qu'il a demandé à un de ses avocats de faire une fraude. Ouais. Et pour les puritains américains, c'est pas bien. Oui, alors, ça c'est pour le côté mensonge. C'est comme Bill Clinton. On lui reproche pas d'avoir une petite gâterie par sa stagiaire. On lui reproche d'avoir menti. Si j'ai bien compris. Oui. Bon, là, ce qui est plus grave, c'est qu'il aurait dépensé de l'argent public. C'est ça? Non, pas public, c'était privé, puisque c'était l'argent de la campagne. Alors à ce moment-là, c'est pas... mais parce que c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. L'argent de la campagne n'est pas fait pour acheter le silence des prostituées, en fait. Il y a peut-être abus de confiance par rapport au donateur, mais après tout, si c'était pour l'aider à être élu...
Ça se tient. Bah, écoutez, vous serez son avocat, vous avez une vision. Mais non, mais moi, si je donne à un candidat que j'aime beaucoup. Oui. S'il l'utilise au par exemple hasard, pour faire tuer un de ses adversaires, bah pourquoi pas, puisque c'est c'était lui pour qui aura les gagner. emmerdes, c'est pas Oui. moi. D'accord. Moi, je lui ai donné l'argent pour acheter l'arme. Mais c'est pas moi qui ai acheté l'arme. Enfin, Il n'avait pas l'intention. Il y a mille choses qui plaident en défaveur de Trump. C'est que, par exemple, il passe sa vie à expliquer que quand il sera élu, il fera la paix en Ukraine en 24 heures et la paix en Israël en 24 heures, alors que c'est faux. La moitié de ses promesses électorales, il ne les a pas accomplies. Oui, c'est le seul président qui n'a pas déclaré de guerre. Hein. Mais, oui, non, mais c'est pas grave. Je Comment dis c'est juste pas que grave Trump n'est pas... Trump est comme beaucoup d'hommes politiques, il fait des promesses qui sont totalement inconsidérées et une fois qu'il est au pouvoir, bizarrement, en fait, il n'arrive pas à les accomplir. Bah, c'est ça la politique. Oui, mais enfin, Pas dans la version noble qu'on voilà. a au droit d'espérer. Charles-Henri, voilà. Non, mais vous avez déjà vu un homme politique Non, mais qui respecte ses promesses, si l'idée de dire que Trump n'est pas plus pourri que les autres, vous admettrez que c'est quand même une défense qui est quand même un peu mineure du personnage et de sa flamboyance. Voilà. Et à côté de ça, c'était un type qui est connu et reconnu pour arnaquer systématiquement l'ensemble de ses sous-traitants dans ses programmes immobiliers. C'est pas mauvaise langue, c'est prouvé. Il a été condamné. Enfin, voilà. En fait, il a été condamné avant même qu'il ne devienne présidentiable. Voilà. C'est un présentateur de télé-réalité. En fait, on est quand même. Il y a mille choses qui plaident en faveur de Trump. Le fait qu'il a envie de bouffer du wokiste tous les matins. Voilà. Il y a mille choses qui plaident en défaveur de Biden. Le fait qu'il a envie de mettre des wokis sur un piédestal. Il y a mille choses qui plaident en faveur de Biden. C'est qu'en fait, c'est le meilleur des nationalistes que l'Amérique a eu depuis 3 ans et demi. Il faut le soutenir. Tout ce qu'il a fait est venu renforcer d'une manière absolument formidable l'influence des États-Unis. À votre différence, mon cher Philippe, moi je ne suis pas un procureur, je ne vais pas chercher jusqu'à l'âge de 2 ans s'ils ont fait pipi dans leur couche Je ou ne parle pas. pas de pipi, je dis juste qu'il y en a un qui est nul et qu'il y en a un autre qui est bon. L'Amérique est divisée entre le clan wokiste et le clan identitaire. Mais c'est pas Eh vrai, bien, moi je justement. soutiens Trump parce que Trump a fait du bon boulot l'Amérique au est point de divisée vue. entre les partisans fanatiques de Trump, les partisans fanatiques de Biden et les Américains moyens qui ne s'il y a veulent que ni ça. de l'un ni de l'autre. Eh bien, oui, mais s'il n'y a que ça sur le marché. Mais Moi, nous, je on ne prends un vote pire. pas de toute Mais oui, manière. donc Donc, voilà, on qui n'est qu'on pas- soutienne a une Oui, voilà, importance mais relative. On s'en fout. On a le droit de dire que de toute façon, la manière dont Trump a traité l'Europe et donc la France était contraire aux intérêts de la France. Donc une fois de plus, ça peut toujours nous amuser que des wokis sont en train de pleurer à Washington et à San Francisco, mais quel est l'intérêt de la France ? C'est faux, c'est faux ce que vous dites, c'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai, Biden était Ok. pour un C'est faux, c'est rapprochement faux, avec c'est pas vrai, Poutine. c'est pas vrai. Oui, D'accord. il était pour un rapprochement. Moi, avec je parle Poutine, des c'était dans intérêts de la l'intérêt France. Eh ben, c'est dans l'intérêt de la France. Pas certain du Dans tout. les intérêts de la France, on parle pas aux Américains. Oui, oui. Adrien, Dans les alors. intérêts de la France, il y a le fait que, si par on était exemple, moins bête, on vendrait pas notre industrie aux Américains. Déjà, oui, c'est notre d'accord. faute. Mais moi, je parle de la manière dont Trump favorise en tout point les intérêts américains Ce qui est contre normal, les intérêts. cher ami. Mais Si les Français défendaient leurs intérêts, Mais eh ça, bien, c'est ce serait vrai. des bons présidents. Mais- Trump défend l'intérêt des Oui. États-Unis, on ne peut pas lui reprocher. Mais tout c'est de même. comme Mais non, Poutine qui défend les intérêts des Russes. Mais Oui. Mais ce ne sont évidemment. pas nos intérêts. Mais oui. Non, mais nos intérêts. à Si nous, on ça est serait russe, on vote plutôt de Poutine. Si on est américain, on Charles, vote ce Poutine. qu'on détaché de la politique ce qu'on essaie de américaine, dire, c'est qu'en et de fait, pas être obéir. on a bien compris je peux parler, on a bien compris que tu étais d'obéir. Trumpiste, Pas mais on tout te d'un coup. demande de raisonner Je en suis tant que pas- Français. Je suis en pas fait. Trumpiste, je Voilà. suis français, et c'est précisément pourquoi je suis français que je veux pas être à la remorque des États-Unis. Or, c'est les démocrates avec l'Europe de Bruxelles qui se sont mis d'accord pour faire une politique anti-russe et pro-Ukraine, que ça plaise ou non. Notre intérêt, c'est pas notre guerre. Point barre. Ah bah alors ça J'ai se une- discute aussi. J'ai une question pour Philippe Ménard. parce Adrien que Renoir. il parle des Américains il y a les fanatiques de Trump, les fanatiques de Biden et la grande majorité des. Enfin, La une grande part- majorité, je ne sais pas, mais il y a, mais il y a- une il y a- bonne partie il y a des. une part copieuse des électeurs, en tout cas. On a un peu le même schéma en France. En France, vous allez défendre la monarchie. Qu'est-ce que vous défendez pour les États-Unis ? Ah ben, mais je défends. Enfin, d'abord, que les États-Unis se débrouillent comme ils veulent avec le système qu'ils ont. Il y a quelque chose qui est fondamentalement différent entre la France et les États-Unis, c'est que les États-Unis, d'abord, c'est un empire fédéral et que donc il y a une liberté dans les différents États qui composent la Confédération des États-Unis qui n'a rien à voir avec la manière dont le jacobinisme français impose une politique centralisée à un territoire et à une masse de population extrêmement différente. Voilà. Donc, si la démocratie marche aux États-Unis, tant mieux, la démocratie marche. Le véritable maurassien, c'est celui qui considère que l'État doit viser le bien commun.
Voilà. Si aux États-Unis on arrive au bien commun avec les démocraties, grand bien face aux Américains. En France, quand on voit ce que la démocratie produit en ce moment, bon, on n'est pas absolument certain que le bien commun ait été atteint. Mais je vous récite là un catéchisme un peu facile, j'en ai conscience. Je voulais juste vous l'entendre dire. Et je vous rappelle, mon cher Philippe, que la monarchie était beaucoup plus centralisatrice que Donald Trump. Ça me paraît à peu près aussi crédible que tout ce que vous venez de dire jusqu'à maintenant. Il suffit de voir la manière dont les parlements régionaux existaient. Il suffit le fait qu'il y ait eu une volonté centralisatrice est complètement différente avec le fait qu'elle ait été centralisatrice. On va revenir à Donald Trump. Elle était très centralisatrice. Jean-Yves Le Gallou. Oui, à côté des aspects, je dirais, nationaux qu'on a évoqués, il y a quand même dans la bataille des élections américaines, et c'est en cela qu'on est indirectement concerné, il y a une bataille idéologique. Le wokisme qui est dominant aux États-Unis se répand sur nous, et on a plutôt intérêt, me semble-t-il, à ce qu'ils connaissent une défaite aux États-Unis. Enfin, des bonnes Sachant paroles. qu'une fois élu, c'est sûr que Trump défendra les intérêts américains, absolument pas les intérêts européens et français. Mais Et c'est il aura normal. raison, puisque c'est son pays. En revanche, on a, je pense, un intérêt commun, un intérêt partagé avec les Trumpistes, c'est la lutte contre les wokistes. Voilà. D'ailleurs, c'est quand même pas un hasard si en France, les médias de grand chemin, comme les médias de grand chemin aux États-Unis, Tombe à bras raccourcis combattent Trump de la même manière qu'ils ont appelé au barrage républicain il y a 15 jours. Oui. C'est aussi la raison pour laquelle on se réjouit quand même qu'il ait survécu à l'attentat. Et objectivement, c'est vrai que son attitude était quand même plus enthousiasmante que celle de Joe Biden, touché par le Covid et partant. Minable. La vidéo qui a été vue, je crois, plusieurs millions de fois, où il se redresse après s'être touché l'oreille, être tombé sous le poids de ses gardiens, enfin de ses gardes du corps et se relever. Bon, Avec le poing objectivement, tendu, ça a quand battez-vous. même de Il a dit, l'allure. Voilà. battez-vous. Alors, C'était beau. néanmoins, pour en venir à notre sujet suivant, donc les théories sur l'attentat sont nombreuses et souvent on nous explique donc qu'il s'agit d'un complot. Alors la question principale, c'est que s'est-il passé ? Comment le tireur est-il monté sur le toit ? Pourquoi les services de sécurité ont-ils mis autant de temps à réagir ? Pourquoi était-ce si mal sécurisé ? Et quelques minutes après donc, l'attentat, une des principales tendances sur X, donc l'ancien Twitter, était mise en scène. Et alors la question c'est, à votre avis, est-ce qu'il s'agit d'une mise en scène ou pas ? C'est Si oui, amusant parce que de la qui ? Et ensuite, j'aimerais qu'on passe à décrypter un D'abord, on peu peut pas savoir le fond, complotisme. On n'est pas dans l'enquête, mais c'est surtout une attitude des médias, ce que je disais il y a 10 minutes, c'est que d'habitude, c'est les réactionnaires qui sont toujours soupçonnés d'être complotistes dès que ça ne va pas dans le sens du vent. Et là, comme par hasard, ça arrangerait bien les démocrates, que ce soit Trump lui-même qui ait payé un gars pour essayer de le tuer, mais qui est vachement bon viseur. Et puis en plus, Et suicidaire. Trump est bien Alors, coordonné, parce qu'il tourne la tête déjà- à la milliseconde. Déjà excellent sur la mise en scène, mais en plus le gars sacrificiel, quoi, parce qu'il savait qu'il allait se faire buter. Enfin, Alors ça, ils ont déjà répondu, qu'il a très bien pu trouver justement Un pauvre gars. une sorte de croisé Ouais. du Trumpisme Ouais. qui a accepté de mourir. ah ben voilà, Voilà. on est dans le complotisme. Je voudrais Philippe d'abord Ménard. revenir sur, par exemple, la manière dont Hillary Clinton a expliqué que l'élection de Trump avait été forcément le fait de l'ingérence russe. Autrement dit, les théories du complot aux États-Unis, elles sont très bien partagées par les démocrates et les républicains depuis assez longtemps. Et même si l'administration avait déclenché une grande enquête avec un enquêteur indépendant pour prouver l'ingérence russe, en fait, on l'a jamais prouvé. Donc, ça n'empêche pas les démocrates de continuer à penser que Trump s'est fait élire grâce aux Russes. Donc, le complotisme de gauche n'est pas neuf aux États-Unis. Et le complotisme de gauche existe aussi en France. Évidemment, on n'appelle pas ça du complotisme, on appelle ça des explications rationnelles du vote Rassemblement national, où ce ne sont que des crétins poussés par la peur. Et donc, voilà, c'est une explication totalement complotiste, puisque l'idée que des gens qui atteignent quand même 30% de la population puissent voter autrement que le Figaro et Le Monde ne leur enjoignent est évidemment rigoureusement impossible à imaginer. Et on a des explications complotistes qui sont très bien partagées dans tous les camps. Qu'il s'agit à chaque fois d'imaginer
en fait, que le monde ne puisse pas ne pas être rationnel. Alors oui, ça Et c'est c'est ça, parce que c'est il y un a- des grands ressorts Il y a un autre du aspect. mauvais Il complotisme. y a un autre aspect, c'est le refus de l'aléa. C'est-à-dire qu'évidemment, qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe? Qu'est-ce que c'est qu'un accident? Qu'est-ce que c'est qu'une mort accidentelle? Qu'est-ce que c'est qu'un attentat? C'est une série d'événements à probabilité faible. La probabilité qu'il y ait un type qui monte sur le toit pour tirer sur Trump, elle est faible. La probabilité que les services ne s'en aperçoivent pas, elle est faible. La probabilité qu'au dernier moment, il tourne la tête, elle est faible. Mais tout ça peut arriver. Alors après, ça n'explique pas tout. Ça explique quand même pas pourquoi on n'a pas vu le type. Ça explique pas. On l'a vu. Ça n'explique Oui. pas pourquoi le service secret n'a pas réagi plus vite. Absolument. Il y a quand même un élément très important, c'est que d'après les éléments de la commission d'enquête sénatoriale et d'après le Washington Post, qui doit quand même pas être suspect de Trumpiste, il n'y a pas eu une balle de tirée. Il y a eu 10 tirs. On oublie qu'il y a un mort. Un ou deux tirs de la part des services contre le tueur et 8 tirs d'une ou plusieurs armes, c'est pas évident, mais il y a eu 8 tirs, il n'y a pas eu une balle de tir. Alors de toute façon, il y a eu un complot au premier degré. C'est-à-dire qu'il y a un type qui s'est dit un Oui. matin, je vais tuer Trump. Oui. C'est pas un complot, il En peut fait, faire ça tout seul. On ne sait pas, mais on ne sait pas. Il y a toujours des complots, mais c'est pour ça que les gens ils y croient aussi facilement, à droite comme à gauche, comme le disait Philippe Ménard, et en France et aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il y a le bon et le mauvais complot. C'est Oui, ça. il y a une Puis il y a le vrai et le faux aussi, Ah, parce que c'est- un complot, en fait, il y en a tous les jours. Et puis il y a une surinterprétation, il y a quand même une misère culturelle aux États-Unis qu'on commence à partager de plus en plus en France, parce que à ces théories complotistes, disons de gauche ou démocrate, on a opposé une lecture complètement débile aux États-Unis qui disait c'est la main de Dieu qui a sauvé Trump. Alors là encore, cette main de Dieu, c'est probablement ce que Jean-Yves Le Gallou appellerait le refus de l'aléa. Et puis on a eu des prêtres, des pasteurs qui sont venus sur les plateaux pour expliquer que c'était la main de Dieu. Donc là, on est quand même sur un registre quasiment spirituel qui est délirant. Ah Parce là, que oui, là, c'est c'est possible que ce soit pas la main de délireux, Dieu, mais comment on va le prouver? Non, Qui va mais le prouver? surtout, Pourquoi le on bon n'a Dieu pas viendrait be- sauver ce type-là? On n'a pas besoin de Dieu pour prouver que. Moi, ça me fait vraiment penser à ces gens qui expliquent c'est miraculeux, machin a été sauvé. Genre, il y en a 14 qui sont morts, le 15e est vivant. Ah oui, c'est un miracle. Alors, et les 14 autres, Dieu voulait leur mort. Enfin, c'est quoi ces sottises? Enfin, il y a vraiment. Ah, moi je crois aux anges gardiens. Moi je crois que Charles-Henri, on a décidé d'être d'accord sur rien aujourd'hui. Enfin, moi aussi, je crois aux anges gardiens. mais je pense qu'il peut On remercier a son un ange excellent gardien. numéro de frères ennemis. Il faudrait peut-être envisager Donner de louer une l'importance salle de comme ça à tous les spectacle. signes, Je c'est pense- extrêmement dangereux de donner de pense l'importance que- comme ça à toute forme de signe, parce que après vous allez céder à toutes les sirènes de l'immédiateté de la mode. Donc aujourd'hui, ce sera les anges gardiens. Ensuite, ce sera. On peut être rationnel, ne pas céder à la dictature de l'émotion qu'il a, je vous l'accorde, a trop d'importance à l'heure actuelle, surtout dans les affaires judiciaires, etc. Mais en revanche, après, c'est très personnel, vous y croyez pas. Lui a remercié ses anges gardiens, et bien mon Dieu, je trouve ça plutôt un geste de panache. Non mais bien sûr, mais moi je Alors pense que- oui, mais après, de là à en faire Et vraiment... les Explication Américains, rationnelle. je vous Oui. signale que les Américains sont très spirituels. Hein, in God we Pas que. hein. non, mais, Ils sont aussi un peu- il faut jurer sur la Bible. Et après Ou tout, sur le Coran. Non, mais c'est sur la On Bible. peut également, pour être on président. peut également sur le Coran maintenant, Ah dans bon les postes Depuis notamment Obama. de juges. Ouais. depuis- Ah, peut-être, oui, de juge, mais sur le président, il juge toujours sur la Bible. Or, ce n'est pas une démocratie laïque. Tout le monde l'oublie. Ils mettent Dieu dans la Constitution. Donc, ça ne me paraît pas débile. Quand on voit les guerres qu'ils font, Ah non, parler de évidemment. Dieu Quand pour on voit les un- guerres qu'ils font, un ils auraient politique. peut-être pu le laisser en dehors de la Constitution. Ah bah ils le font toujours au nom de quelque chose. Aujourd'hui on le fait au nom des droits de l'homme, au nom de la démocratie. Ça je vous l'accorde, c'est très hypocrite. Mais ça c'est l'eau de... Mais je pense que Adrien Renoir. toutes ces explications complotistes, entre guillemets, elles sont quand même symptomatiques de sociétés qui sont complètement sans repères. Et en fait, on parlait tout à l'heure de la tambouille électorale. En fait, les gens, à force qu'on leur mente, et ça arrive régulièrement, ils en viennent à ne plus croire en rien. C'est comme pour le Covid, il y a des gens qui sont devenus complètement cinglés. Je dis pas que les mesures qui ont été prises étaient bonnes, etc. C'est pas du tout mon opinion. Mais il y a des gens qui ont surréagi parce que souvent d'ailleurs c'était les gens qui avaient plutôt confiance en l'État, et pour une fois que l'État s'est révélé méchant avec eux et qu'ils se sont rendus compte que l'État était méchant avec eux, et ils deviennent complètement fous. Et je pense que toutes les explications, les délires complotistes actuels sont vraiment la maltraitance des pauvres gens des sociétés occidentales par un système. Oui, et puis alors il y a aussi, pardon, mais le fait que beaucoup pêchent par ignorance absolue, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent droit devant eux, simplement avec la certitude,
d'être au courant de choses. On se demande comment il le saurait. On voit sur Twitter notamment des centaines de gens qui vous expliquent que les services secrets savent ceci, les services secrets savent cela, le gouvernement fait ci, l'État profond fait ça. L'État profond, c'est quand même une notion dont personne n'avait jamais entendu parler avant que, je ne sais plus qui a sorti ça, c'est peut-être Trump lui-même d'ailleurs, mais les gens souvent ignorent. Repris par Macron. Repris par Macron. Donc si l'homme le plus intelligent de la Terre valide le concept... Bon, ça c'est vrai. Parmi ces idées complotistes, il y a par exemple le fait que le tireur a été vu dans une vidéo promotionnelle de BlackRock, donc en tant qu'acteur, et donc forcément, ça veut dire que BlackRock était derrière l'attentat. On ne voit pas pourquoi BlackRock serait derrière l'attentat. Alors BlackRock, c'est quoi, s'il vous plaît? BlackRock est un fonds d'investissement américain qui gère des centaines de milliards de dollars d'actifs, et donc il y a évidemment un poids prépondérant dans les orientations boursières. Enfin, cela dit, des milliers de dollars d'actifs. Pardon ? Des milliers de dollars d'actifs. Des milliers de millions de dollars d'actifs. Oui, j'ai dit des centaines de milliards, mais on peut... C'était pas assez. C'est des milliers de milliards. C'est 10 puissance 15, voire 10 puissance 18. Beaucoup. Non, mais typiquement, là... Je suggère une émission sur le complotisme, parce que c'est un sujet tellement vaste. Ah mais je suis d'accord. Là, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est aussi que maintenant, les gens savent que quelle que soit la nouvelle qui tombe, il y a une exploitation politicienne qui en est faite. Oui. Et donc, la vérité n'est pas importante en soi. C'est puisque les républicains risquent de gagner. C'est ça, d'exploiter politiquement cet attentat. Et d'ailleurs, c'était exactement les titres et les commentaires qu'il y avait dans les journaux français le lendemain. Trump exploite politiquement l'attentat. Tu m'étonnes. Oui. Ce salaud est resté vivant. Il en fait un argument. Oui, il s'excuse. Et évidemment, les adversaires de Trump sont obligés d'exploiter politiquement l'événement. Ah ben donc, comme ils ne peuvent pas prétendre que ça n'a pas eu, que ça n'a pas eu lieu, ils sont obligés de prétendre que, bien sûr, on n'a pas vu ce qu'il fallait voir. Alors là, justement, je vais vous lire quelques exemples d'interprétations, alors qui viennent aussi bien d'internautes sur Twitter que de personnalités extrêmement importantes. Donc, un internaute qui a quand même une communauté extrêmement forte, puisque son message a été lu 2,5 millions de fois. Il dit « Cela ressemble beaucoup à une mise en scène, cela ressemblait à un pistolet à air comprimé. Personne dans la foule ne court ou ne panique. Personne n'a entendu de véritable arme à feu. Je n'y crois pas, je ne le crois pas. » Un autre qui a 1,5 million d'abonnés... Merci pour cette expertise. Oui. Un autre affirme que le sang ne peut être que faux, parce que celui-ci ne coagule pas aussi rapidement. Faux sang. Un drapeau américain juste à porter. Évidemment, dans les réunions de Trump, il n'y a pas de drapeau américain derrière. Je n'y crois pas, c'est trop parfait. Et alors, un conseiller politique démocrate qui s'appelle Dmitry Mellorn dit que Donald Trump et Vladimir Poutine ont mis en scène cet événement. Et il écrit « L'autre possibilité, qui semble horrible, étrangère et absurde, mais qui est assez répandue néanmoins dans le monde, est que cette fusillade a été encouragée et peut-être même mise en scène pour que Trump puisse obtenir les photos et bénéficier du contre-coup. » Évidemment. Et Louis XVI a provoqué la révolution pour mourir en martyr. C'est voilà. bien connu. Et on a aussi expliqué habile. que le service spécial donc, de sécurité avait été manipulé par Joe Biden pour expliquer les failles de sécurité. Voilà. C'est sûr, mais c'est évident. Mais enfin, voyons. C'est pas parce qu'elle est vue 200 000 fois, cette vidéo, que ça en fait une vérité. Mais c'est ce que dit Adrien Renoir. De toute façon, aucune vérité assénée par une parole officielle n'est désormais crédible. Donc il faut inventer une autre explication. Voilà. Alors, parce que si quelqu'un vous désigne la Lune, forcément la Lune doit être ailleurs. Même on le retrouve dans la consommation de médias. Olivier Frère Jacques. Quand on écrit un article ou qu'on prépare un journal dans un média, les gens viennent et veulent voir quelque chose souvent. En fait, ils ne veulent pas qu'on leur dise quelque chose forcément qui est, disons, objectif ou purement rationnel et descriptif, mais ils veulent qu'on leur parle de l'extraordinaire, de l'interprétation. Ils ont envie qu'on parle il y a beaucoup de gens qui ont envie qu'on parle d'un complot, qu'on fasse du sensationnel. C'est pour ça que parfois on est tenté quand même d'aller un peu dans le sensationnel pour capter des auditeurs ou des personnes qui vont nous regarder. Mais en réalité, le gros problème, c'est aussi qu'il y a une inéducation aux médias et que les gens ne veulent pas avoir une information, ils veulent avoir un narratif qui est celui qui leur plaît. En fait, ils veulent veulent qu'on leur vende qu'on leur et ils veulent qu'on puisse dire le contraire de leurs adversaires. En fait. Peu importe que ce soit vrai ou faux. En fait, la question de la vérité n'a plus vraiment de sens. Seul compte l'affirmation, l'imposition de sa. Il faut faire l'intelligent. De son argumentaire. Donc pour faire l'intelligent, il faut dire des choses que les autres ne disent pas.
et ne savent pas. Donc déjà, après, il y a la crédulité des gens. Les gens adorent le sensationnel, le sordide, voire le glauque, on y viendra. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'il faut vendre et il faut occuper l'espace des chaînes continues. Alors, il faut faire de l'émotion, du sensationnel. Et je me rappelle quand il y avait eu la prise d'otage, là, il y a quelques années, je ne sais plus comment il s'appelait, à Toulouse. Mera. C'était Non, peut-être Bah, Mera. c'était des attentats. C'était des attentats. Non, mais il y a eu une prise d'otage. Bon, peu importe. Comme il ne se passait rien, parce que pendant des heures, il ne se passait rien, les chaînes d'infos étaient bien embêtées et nous disaient à un grand renfort d'émotion. On avait une voiture de police bouger de quelques mètres. Un policier est en train de sortir. Ah non, je me trompe, non, ce n'est pas un policier, c'est un habitant de l'immeuble qui sort promener son chien. Oui, nous revenons sur les images de cette voiture de police qui ferme une portière. Que va-t-il se passer? Enfin bon, pendant des heures, quoi. Alors, il faut bien occuper le monde. Et effectivement, ce que vous disiez est très juste, c'est que les gens ont l'impression d'être informés. Alors il faut leur donner tous les jours. Et ça devient la course au n'importe quoi, avec en plus les réseaux sociaux qui amplifient le phénomène. Autrefois, vous alliez à la recherche de l'info en allant acheter votre journal ou en allumant votre télé, alors qu'aujourd'hui, elle vient à vous avec, puisqu'on est tous dépendants, là, avec nos portables. Ça se répète et puis voilà. Alors, pour le coup, pardon, je voudrais prendre soudain un contre-pied brutal, mais allez-y. est-ce que les complots, ça existe aussi quand Mais même? bien sûr. Ah, alors qu'est-ce qu'un vrai complot? Mitterrand, il avait fait un complot de l'Observatoire qui a été démontré. Alors, je ne sais pas s'il a eu des ennuis judiciaires quand même, mais ça a été vite oublié. Mais ça, c'est des vrais complots. C'est-à-dire qu'il a dit à des gens de fomenter un faux attentat pour le rendre. Il avait tout compris à la communication déjà en son temps. Bon, ça n'a pas marché parce que très vite, un des gars a fuité et a avoué que tout ça était bidon. Mais bien sûr qu'il y a des complots. Le monde est plein de complots. Il y a des vrais complots. Mais les vrais complots, quand ils réussissent, on ne les connaît pas, On ne sait par pas, définition. Mais alors, même sur le Covid, moi, de ma petite position, je n'ai aucune connaissance précise de ce qui s'est passé, mais il me semble plus vraisemblable qu'au lieu d'une puce G5 qu'on nous aurait injectée dans le vaccin, les laboratoires pharmaceutiques ont eu des accords avec des gouvernements pour générer des milliards et des milliards et des milliards de ressources, notamment avec la création de masques, avec la production de vaccins. Et c'est peut-être là que se situe, à mon avis, un vrai complot qui se fait à peu près à ciel ouvert. Oui, Parce que tout est en source ouverte, mais là, il y a des arrangements authentiques où on se dit il faut mettre en place une politique qui va générer énormément d'argent. Et, non, mais une politique commerciale n'est pas... qui peut se faire au détriment d'un peuple avec le soutien d'un gouvernement. Oui, mais à ce moment-là, comme vous dites, c'est J'ai l'impression d'avoir subi ça, moi. Après, ça dépend de la force de conviction. Un complot, c'est quand les personnes se réunissent et essayent de dissimuler leurs intentions pour mettre en œuvre quelque chose, une politique. Mais le complot, ça fait partie de la vie des gens. Tout le monde fait des complots tous les jours avec deux ou trois personnes. Vous pouvez prendre une décision qui ne va pas forcément prendre à la quatrième personne. Et je dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça. Et il y a des complots qui se font plus ou moins à ciel ouvert, mais c'est comme le mensonge par omission. Les gens ne sont pas forcément obligés de tout voir. Quand vous calculez comment avoir un faux QR code pour pouvoir passer dans telle allée, etc. Ça, c'est une fraude, c'est pas un complot. Mais... c'est un petit complot. Si vous êtes à plusieurs, à vous donner des renseignements. Ce qui est dommage, c'est que le mauvais complotisme tue et met dans le même bain le bon complotisme, celui qui existe et qui permet peut-être de comprendre parfois le bon des choses complotisme, qui c'est nous quand échappent. vous êtes d'accord. Exactement. Voilà, donc c'est le mauvais complot pour un autre. Non. Et c'est vrai que ce mot complot est évidemment connoté péjorativement, et le complotiste est encore plus péjorativement connoté, puisque c'est celui qui voit des complots partout, comme Blanche-Neige qui voyait des nains partout. Et en fait, on est dans l'idée que si quelqu'un cherche une vérité qui n'est pas celle qu'on est en train de lui servir, forcément... Et le doute dont il témoigne, au lieu d'être un doute raisonnable dans une époque qui valorise le doute, est en fait un doute irraisonnable. Et donc, on forge ce mot complotiste et on le jette sur les gens qui expliquent qu'il y a telle réalité désagréable et que, vraisemblablement, il y a peut-être une ou deux explications à cette réalité. Il n'y a pas de bon et mauvais complot. Soit vous êtes dans les victorieux, soit vous êtes dans les défaitistes. Non, c'est la vérité qui compte. Le bon complot, c'est d'expliquer, par exemple, que le Rassemblement national
a une politique immigrationniste qui est fondée sur des mauvais chiffres, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins d'immigrés que le Rassemblement national ne le prétend, et que, en fait, les immigrés rapportent de l'argent à la France, contrairement à ce que le Rassemblement national prétend. Ça, ce sont des théories avec des idéologies derrière. Moi, je parle du non, vrai mais complot. et du coup, on accuse le Rassemblement national de comploter contre les intérêts de la France en répandant des fausses nouvelles. Et ça, ça fait partie de... C'est une idéologie complotiste. Moi, je parle d'un complot tout simple. Quand certains officiers ont voulu la mort d'Hitler, des officiers allemands ont voulu la mort d'Hitler, c'était un complot. Après, soit ça réussit, soit ça a échoué. Ça a échoué. Ils étaient dans le mauvais camp. Ils ont été tous exécutés. Bon, ça aurait réussi. On les aurait portés au nu aujourd'hui. On aurait dit que c'était des héros. Oui, mais ça n'aurait pas empêché Ça resterait un complot. La guerre. Ça aurait peut-être pas Oui, mais empêché. ça resterait un complot. Oui, mais on n'aurait pas Oui, utilisé mais le terme complot. C'est on s'en est servi quand même. Des résistants, Pas tous d'un coup. On aurait dit que c'est des résistants de l'intérieur. Bon, Oui, enfin, bref, Enfin, nous, peu on peut importe. encore Non, mais le dire. la Philippe vérité- Ménard, je suis non, complètement mais d'accord que c'est un complot, mais les gens n'auraient pas utilisé le terme complot, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Voilà. parce qu'il est connoté négativement. Mais des C'est complots, ça. sinon, ça existe tous les jours, et moi, je vois pas le mal Voilà, de faire il y a un complot. des- Alors, quand vous disiez, ce qui compte, c'est la vérité. Mais la seule vérité, c'est que les complots existent. Oui, mais Après, c'est bien les ce que je juger veux que vous moralement- disiez. Non, mais après, les juger moralement, ça dépend toujours de quel point de vue. Oui, mais Le c'est aussi la- président a comploté pour que vous disiez que les complots existent. Exactement. Alors, on va donner la parole aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui sont un peu taquins ce soir. Complot. Bonsoir à tous pour la boutade. Arrêtez de tirer à boulet rouge à défaut de balles réelles sur Trump, qui, comme je viens de le lire, descendrait de Saint-Louis et serait cousine avec Elisabeth II ou Hakon de Norvège. Bien courtoisement. C'est très drôle. Le même scénario qu'en France se produit aux États-Unis. La bande de Clinton et Obama revient au grand galop dans un scénario déjà écrit. Le second de M. Trump s'appelle Bowman. Non, il s'appelle... Ah oui, bon, d'accord. L'élection... Alors, en tout cas, la personne nous dit que là, a voulu vraiment faire sa fête. L'État profond a vraiment voulu faire sa fête à M. Trump, et la preuve, c'est que le lendemain du 15 juin, c'était la Saint-Donald. Bon. Ouais, preuve Ah, oui. intangible. Ça, c'est vrai. Ça, Euh, c'est vrai. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un auditeur donc propose la constatation suivante. Les téléspectateurs sont tellement biberonnés par les infos pro-Biden que la plupart disent que Trump a fabriqué son attentat. Personne n'envisage l'éventualité d'un second tireur. Ben ça fait partie un peu de ce qu'on évoquait Ouais, c'est pas pour Kennedy. à l'instant. Si, parce que c'est quand même évoqué, Jean-Yves Le Gallou. y compris par le Washington Post, qui est quand même pas trumpiste, et par la commission sénatoriale. Donc la thèse du second tireur, elle est évoquée, je ne sais pas si elle est exacte, mais elle est évoquée par des gens qui ont pignon sur rue quand même. Et un dernier message, l'État nous dit, donc ça nous ramène à la France, je pense, l'État peut administrer sans gouvernement puisque le peuple s'abandonne dans les bras de l'État pour partir en vacances. Ça, Et c'est autre, franco-français. Oui. un autre auditeur nous dit: je ne suis pas satisfait de la critique contre la providence divine. Pardonnez-nous, c'est effectivement, mais voilà, c'est l'idée de dire que de mettre Dieu systématiquement, c'est peut-être un peu. Et aussi actuellement au Sénat, il y a l'audition des services secrets qui n'ont pas réagi correctement. Et effectivement, ça, ce sera intéressant. Oui, ça sera vraiment de un voir, gros sujet. Parce voilà. que... Mais alors apparemment, pour avoir lu des choses sur ce service spécial, ils sont vraiment coutumiers du fait. Ils ont multiplié les bourdes, les gaffes depuis des années et des années. Hein. Le service de protection de haute sécurité pour les Ouais, il est personnalités. mis en cause d'ailleurs. Il n'y a que dans les films américains qu'ils sont invincibles. Oui. J'ai entendu que la fille qui commandait les gardes du corps a été mise en cause parce Oui. qu'elle aurait été une ancienne directrice du service de sécurité de Coca-Cola. De Biden. De Non, Biden. aussi de Biden, Ouais. oui. Et donc, Et donc, c'est pour ça qu'on donc dit le elle serait... complot, c'est que en fait, c'est les démocrates qui auraient fait un complot Mais c'est alors, en ne protégeant pas assez. On peut imaginer que effectivement le gouvernement démocrate et les services spéciaux, sans avoir organisé l'attentat contre Trump, n'étaient peut-être pas fanats de lui accorder la meilleure protection possible. Ça alors peut- est-ce qu'on ne pourrait... Il y a complot ou pas complot Est-ce Ou qu'on ne commence le pourrait pas complot ou dire- termine la même, compétence même en France, quand on accorde ou non, quand le ministre de l'Intérieur ou non accorde des protections à des personnalités, il les accorde ou non, il les calibre ou non, y compris en fonction de critères politiques. Et est-ce Voilà, qu'on ne pourrait... sans aller très loin, Ouais, ça fait partie de l'opportunité. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi, pour faire une synthèse du complotisme, que ce qui s'est produit contre Trump est une vraie action à visée homicide et qu'elle n'a pas forcément été téléguidée de manière structurée
par une équipe de démocrates, mais simplement par l'ambiance créée par les wokistes et les démocrates qui ont tellement diabolisé Trump, qui ont tellement laissé passer aussi des appels au meurtre contre Trump, qu'à la fin, un farfelu se dit mais finalement ils ont raison, mais le farfelu, j'ai un flingue et donc je vais aller tuer. Le farfelu se serait inscrit chez les Républicains, aux dernières nouvelles, pour justement pouvoir s'introduire plus facilement dans les meetings. Ça me semble... Il y a des farfelus des deux côtés aussi aux États-Unis. Il faut avoir à l'esprit que les électeurs républicains américains, c'est pas un croisé. Hein. On est quand même sur des gens qui vont pas très loin quand même. Oui, les white trash, on est là-dedans quand même. C'est quand même pas une civilisation qui donne envie. Mais en revanche, c'est vrai... Merci pour ce petit geste, ce commentaire méprisant sur nos voisins d'outre-Atlantique. Mais le Guardian en a parlé la semaine dernière. La dernière étude sur la violence aux États-Unis montre que de plus en plus d'Américains, des deux bords, considèrent que la violence est légitime. Et sur ceux qui considèrent que la violence est légitime au point que prendre les armes est légitime, les démocrates l'emportent sur les républicains. Ah, ça ne m'étonne pas beaucoup. Voilà, et donc, article du Guardian relayant une étude américaine. Parce que la c'est comme en France. La violence de gauche elle est beaucoup bonne. plus légitimée mais c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, donc ça se mesure, pas tous d'un coup. Ça se mesure, et la gauche trouve qu'il est toujours légitime, effectivement, d'aller au front. Oui, mais comme en France. Oui, les wokistes, mais voilà, c'est les altermondialistes. Parce que l'une des interprétations du discours républicain qui disait puisque Biden a expliqué qu'il fallait avoir Trump en ligne de mire, je retraduis les propos de Biden, évidemment, la métaphore ayant été prise au pied de la lettre, il était bien normal que quelqu'un tirât sur Trump. Et réaction immédiate, si Trump n'avait pas lui-même parlé de bain de sang si jamais il n'était pas élu, donc bien sûr, personne n'aurait été violent du côté démocrate. Donc il y a quand même un climat qui est installé par les républicains comme par les démocrates d'une violence extrême et un caractère apocalyptique donné à cette élection où effectivement chacun est censé être... Et d'ailleurs, pour ce qui est de Dieu, Trump a parlé de la providence divine, mais Biden avait dit, avant de faire le contraire, évidemment, en bon démocrate, que si Dieu descendait du ciel pour lui dire de se retirer de l'élection, il se retirerait. Donc ça, il l'a dit quelques jours avant que Trump se fasse tirer Alors dessus. Vous savez qu'il y a un mafieux. Donc quand même, il y a le fait que Dieu, comme le disait Charles-Henri, soit en permanence dans le coup, y compris pour les élections présidentielles, c'est Biden qui est le premier à expliquer que la providence guidait ses actions avant... Dieu est républicain. Et là, visiblement, l'ange gardien de Biden a dû lui murmurer un truc bizarre à l'oreille. Ça évoque c'est pas une blague d'ailleurs, ça évoque une excuse avancée par un mafieux italien vivant à New York. Maradona. Non, pas lui. Mais qui avait expliqué à un juge qu'il s'était évadé parce que, confronté au dilemme de l'évasion ou de l'incarcération prolongée, il s'était dit, il avait parlé à Dieu en lui disant « Dieu, si vraiment tu ne veux pas que je m'évade, fais-moi un signe ». Et comme il s'était rien passé dans les quelques secondes, il avait décidé de partir. Je ne sais pas si c'était pour rire ou pas, mais il l'avait dit. Alors, on va écouter maintenant, si vous voulez bien, avant de revenir aux élections américaines, à James Vance aussi, donc, qui est le numéro 2 de Trump, et puis à l'abbé Pierre, ce qui va nous ramener en France, on écoute un petit message pour nos auditeurs estivaux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Oui, merci d'avance, chers auditeurs. Si vous pouvez nous aider, nous en avons un grand besoin. C'est la période la plus creuse de l'année en ce moment. Nous avons en plus fait énormément d'efforts pour vous apporter une information de qualité pendant la période électorale, les élections qui se sont succédées. Et nous avons un besoin impérieux, vital, je vous le dis tout simplement, de récolter 50 000 €. Ça peut paraître beaucoup, mais si beaucoup d'auditeurs clandestins, par exemple, se décident à donner ne serait-ce que 5 € ou 10 € ou 50 € en fonction de leurs moyens, nous pouvons rapidement y parvenir et continuer l'an prochain à vous donner une information de qualité. Parce que là, malheureusement, nous sommes en retard sur notre budget, donc je le dis un peu gravement, mais c'est réellement important. Il faut s'imaginer que si nous ne parvenons pas à surmonter ce déficit,
potentiellement un jour, la radio peut fermer, comme ça a été le cas, enfin comme nous l'avons risqué il y a quelques années. Voilà, donc nous avons absolument besoin, nous n'avons pas de publicité, nous n'avons pas de subvention, c'est la raison pour laquelle on peut parler librement à l'antenne de Radio Courtoisie, mais si vous appréciez le ton et les informations que vous écoutez à Radio Courtoisie, je vous en prie vraiment, aidez-nous, parce que nous ne pourrons pas continuer sans votre aide. Voilà, c'est très important, et nous allons en profiter pour remercier les auditeurs de Radio Courtoisie qui, eux, font la démarche d'être des auditeurs militants et qui nous soutiennent, comme une auditrice de Bulle dans le Haut-Rhin, qui envoie 100 € et qui nous dit « C'est de tout cœur que j'adresse ce don supplémentaire pour vous aider à continuer à défendre nos idées. Merci pour votre modification déterminée dans ce combat au service de la France réelle. » Alors, il y a peut-être une erreur dans la traduction, enfin dans l'interprétation. Avec une actualité politique tendue. Mobilisation, peut-être. Mobilisation, oui, je pense que c'est ça. Merci pour votre mobilisation déterminée dans ce combat au service de la France réelle, avec une actualité politique tendue et dans un contexte économique défavorable, où la justice et l'amour fraternel sont absents. Ma vive reconnaissance pour votre inlassable dévouement au service de Radio Courtoisie. Notre vive reconnaissance à vous, chère madame, et surtout si vous prenez sur votre compte un auditeur clandestin. Un auditeur de Cachan, dans le Val-d'Oise, envoie 70 €. Puis-je me permettre un souhait, retrouver les émissions du dimanche matin, le Saint du jour, si possible un extrait d'évangile. Merci pour tout. Ah ben écoutez, cher auditeur, déjà merci, et nous y songeons beaucoup. Alors l'ennui des Saints du jour, c'est qu'ils avaient été rediffusés déjà tous plus de 5 fois. Et c'est pour ça que nous avons essayé de créer une émission nouvelle, mais nous pensons à les remettre en place. Quant à l'extrait d'évangile, pourquoi pas. Là, on prépare surtout une émission de catéchisme pour adultes, qui me semble vraiment importante, et nous sommes en train de finaliser cela, donc j'espère que pour la rentrée, nous pourrons vous proposer cela. Un auditeur de Bad Kreuznach, je crois, en Allemagne, qui envoie 100 €. Je vous fais parvenir mon soutien à votre radio. Merci de continuer votre travail de réinformation. Avec le temps, la politique Mossad qui va survenir après ces élections, la voix de Radio Courtoisie sera précieuse. Notre démocratie est bien mal en point. Notre drame, c'est que la caste politico-médiatique a fait sécession avec le pays réel. Cela n'augure rien de bien pour l'avenir de notre pays. Eh bien, cher monsieur, on partage absolument votre avis, et notamment sur cette sécession entre le pays réel et le pays légal médiatique, le pays moral, comme le dit l'excellent Philippe Ménard, je crois, dans un article à paraître. Voilà, dans une excellente revue éditée par Radio Courtoisie. Voilà, qui sera le magazine de Radio Courtoisie. Une auditrice de Paris envoie 50 €. Je vous écoute depuis si longtemps et j'espère encore jusqu'à ma fin. J'ai 93 printemps. Tenez bon. Merci et bon courage particulièrement à l'équipe du matin lors de la réinformation, bien cordialement. Eh bien, écoutez, chère madame, un immense merci, parce que ça fait vraiment plaisir. Et si vous avez 93 printemps, tenez bon. Et surtout, nous serions vraiment heureux de vous rencontrer On prépare les 40 ans de la radio en 2027. Et si vous nous écoutez depuis la création de la radio, franchement, ça nous ferait plaisir d'avoir des témoignages d'auditeurs historiques qui étaient là dès les débuts avec Jean Ferré. Donc n'hésitez pas à nous recontacter par le secrétariat. Une auditrice de Clairvaux, je crois, ou Clairavaux, oui, dans la Creuse, qui envoie 50 €. Je renouvelle ma cotisation annuelle à notre chère radio, malgré mes divergences envers la légende du général de Gaulle qui semble encore fasciner des hommes de droite. Eh bien, écoutez, si vous saviez comme nous sommes d'accord. Pour vous. Bah oui, je parle pour moi, mais je laisse même. Une attaque déguisée. Je laisse parler les gaullistes aussi, mais j'ai le droit d'avoir, comme sur Trump, un avis réservé sur le personnage. Ah, c'est un nous de majesté alors. Toutes les droites. Tous les talents. Il faut l'union, c'est cela l'essentiel. Eh bien, absolument. Merci pour tout votre savoir, et particulièrement la jeunesse du matin, elle est extraordinaire. Eh bien, écoutez, nous transmettons le message. Et c'est vrai, à qui de droit. Non, mais c'est vrai qu'il se fatigue quand même beaucoup, il se démène pour apporter vraiment de bonnes infos. Alors on apprend qu'il y a un magazine au détour d'une phrase, un magazine. Ben, vous y écrivez un article. Ah, bah c'est la lettre, oui. C'est la lettre, oui. C'est Voilà. la lettre, Il est déçu. elle fait 8 non, pages, là, elle est imprimée en magazine. couleur. 12 pages. Elle fait 12 pages imprimées en couleur, c'est bon. Oui, Là, oui, on a atteint un niveau de Ah non, professionnalisation mais absolument. incroyable. Parler à un magazine, c'est quand même un peu. Non, mais enfin, c'est la lettre d'information de Radio Voilà, c'est Courtoisie. une lettre d'information. Ouais, Un dernier message. Ouais, une auditrice de Jouy-en-Josas dans les Yvelines envoie 100 €. Un grand merci pour la réinformation que vous nous apportez chaque jour. Eh bien, écoutez, merci à vous tous, chers auditeurs. Et voilà, chers auditeurs clandestins qui nous écoutez éhontément, je vous en prie, cette fois-ci, enfin je plaisante, mais c'est réellement important, on a besoin de vous maintenant. Donc faites comme tous ces auditeurs courageux et généreux et impliqués, faites un tout petit geste. Voilà, ce sera gentil. Et en plus, comme ça, vous pourrez nous écouter sans avoir honte.
Alors ensuite, on revient à nos histoires d'Américains. On va essayer de traiter ça rapidement, d'autant que Philippe Ménard il va y consacrer une émission sous peu. C'est James Vance, donc J.D. Vance, comme on dit dans les médias, qui est vraiment le numéro 2 de Donald Trump. Donc Trump a révélé le nom de son éventuel vice-président si lui-même était élu, c'est ce monsieur. Donc je peux vous dire que c'est un jeune élu de 39 ans, qu'il incarne une nouvelle droite populiste, nationaliste et décidé apparemment à remplacer l'ancien esprit réganien pour parachever comment dirais-je ? Je ne sais pas si on peut appeler ça une révolution ou la contre-révolution trumpiste. Et il est qualifié par le Figaro d'Éric Zemmour américain. Philippe Ménard, je crois que vous avez un peu Potasser le personnage. Alors déjà, il est catholique, ce qui l'éloigne un peu d'Éric Zemmour. Et c'est un catholique qui s'est fraîchement converti, puisque, si je ne m'abuse, sa conversion date de 2019. Et, d'ailleurs, il a été converti en partie après avoir parlé avec Rod Dreher, chrétien dont les auditeurs de Radio Courtoisie ont dû entendre parler. C'est lui qui a fait le pari bénédictin. Protestant devenu catholique puis orthodoxe, donc un parcours un peu chaotique. Mais ce qu'il y a d'intéressant chez Vance, c'est son origine. Voilà, il fait partie de cette France pauvre, de ces États-Unis pauvres qu'évoquait Olivier Frère-Jacques tout à l'heure. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle L'élégie des ploucs, qui a été traduit en français, qui a été un immense succès aux États-Unis, au point que Netflix en a fait une série où il raconte comment est-ce que, malgré un contexte familial défavorable et malgré les difficultés sociales et sociologiques qui pouvaient être les siennes, on sent que c'est quelqu'un qui n'est pas tellement du côté de l'inné et qui est plutôt du côté de l'acquis. Il a réussi à faire des études. Il a fait Yale, si je ne m'abuse. Il s'est engagé. Il a été militaire. Il a créé des sociétés. Il a été financé par Peter Thiel. C'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire, voici qui est ce monsieur Peter Thiel, c'est le fondateur de PayPal et donc l'un des associés d'Elon Musk à l'époque où Elon Musk avait lui-même fondé PayPal. Peter Thiel est un milliardaire de la Silicon Valley, homosexuel, revendiqué. Donc je le dis pour montrer que la réalité américaine est plus complexe qu'un article de Libération, qui a adopté des enfants et donc qui est en même temps extrêmement élitiste. Donc on a cette alliance qui est toujours surprenante pour un esprit français recul dans Mediapart, d'un catholique financé par un milliardaire qui n'a visiblement pas trop de catholicisme dans ses gènes intellectuels, transhumaniste, et qui a été, quand je dis qu'il est financé par Peter Thiel, Peter Thiel a versé 15 millions de dollars pour les élections sénatoriales où Vance a été élu. Et on se retrouve avec un profil qui est vraiment celui d'un intellectuel qui a réfléchi sur sa condition personnelle et qui en a tiré une vision des États-Unis qui est une vision à la fois très anglo-saxonne de destination personnelle et même de prédestination, et aussi de critique de l'État au sens où l'État lui paraît vraiment corrompu par les élites de gauche et pas du tout dirigé pour le bien commun, mais un bien commun, si on le ramène du côté de Peter Thiel, qui est un bien commun technologique. C'est-à-dire que dans la Silicon Valley, les patrons comme Musk, Thiel et d'autres, qui sont en train de se déclarer pour les Républicains, nous disent, il faut que l'État favorise la technologie, il faut que l'État favorise l'innovation technologique. L'avenir de l'humanité réside, en fait, dans un principe de précaution qu'on oublie et dans la multiplication des expériences industrielles et digitales pour faire en sorte que les États-Unis redeviennent une nation florissante, une nation à la pointe du progrès. Et on a presque l'impression d'ailleurs que Musk et Thiel sont moins excités par un nationalisme américain que par le fait d'avoir un État à leur disposition. Dans la manière dont Vance se positionne vis-à-vis de Trump, il est plus intelligent que Trump, c'est évident. Il a quasiment 2 fois moins que son âge. Il était aussi hyper critique vis-à-vis de Trump il y a quelques années, puisqu'il comparait Trump à Hitler, très tranquillement. Visiblement, il a changé d'avis, comme nombre de républicains. Et on est en train d'assister peut-être à l'émergence d'une force conservatrice nouvelle
qui décide d'être aussi bien contre le capital que contre le wokisme. C'est-à-dire là, les puissances financières internationales n'ont sans doute pas grand-chose à attendre de la part de Vance, qui est violemment opposé à la violence sociale que font régner les grandes corporations américaines, notamment dans la manière de traiter les salariés, de refuser de partager la valeur et de privilégier systématiquement la bourse par rapport au travail, comme on le voit d'ailleurs avec une société comme Boeing. Donc c'est un personnage qu'il faut étudier de près et dont le parcours intellectuel est extrêmement intéressant. Alors, le fait que Trump l'ait choisi est surprenant. C'est un admirateur du général de Gaulle également. Oui, c'est un admirateur de De Pour Gaulle, deux mais raisons. du De Gaulle de 1958. Ça devrait vous Et plaire. ce qui est intéressant, d'abord, Ah bah, ça prouve le peu de culture politique américaine, mais il abandonne le De Gaulle de 39-45, qui est très prisé en France, au profit du De Gaulle de 58, parce que le De Gaulle de 58 remet en place un État fort, remet en place un régime présidentiel, quand bien même il prétend être parlementaire, et surtout se lance dans les grands travaux gaulliens avec le Technologique. Concorde, la compagnie informatique internationale, et donc tous ces projets qui assurent une indépendance technologique à la France et qui vont faire en sorte que les 30 Glorieuses sont aussi assises sur un investissement technologique que la France n'avait pas connu depuis longtemps et sur une maîtrise en fait des moyens de la puissance, des outils de la puissance douce que l'État français avait complètement abandonné dans les tréfonds de la 3e et de la 4e République. Donc c'est ce De Gaulle-là qu'il admire. Et le décolonisateur aussi. Oui, évidemment, puisque quand on est dans cette perspective-là, le fait d'être colonialiste n'a évidemment aucun intérêt, puisque on ne fait pas une nation. On ne fait pas une nation forte et on étend son empire géographiquement, mais en distrayant. Et bon, de nombreux analystes l'ont montré, et Bernard Lugan en a un discours tout fait depuis des années sur le fait que l'aventure algérienne a été une ruine pour la France, et donc le fait que De Gaulle veuille y mettre fin, quoi qu'on puisse en penser sur la manière dont il l'a faite, paraît à Vance une très bonne chose, puisque ça a redonné à la métropole toute sa puissance et tous les moyens de sa puissance. Pourquoi vous dites qu'il manque de culture générale? J'ai pas fait le. C'est le fait qu'il apprécie De Gaulle prouve que c'est une erreur Oui, d'appréhension, ça, c'est votre de avis compréhension personnel, totale. oui, c'est Ouais, votre voilà, avis mais personnel, d'accord. Bon, eh ben écoutez, si c'est bon pour vous, on va passer à un sujet suivant parce qu'il nous en reste au moins 2 à traiter. On m'a demandé de faire remonter le sujet de l'abbé Pierre des tréfonds. Donc, que penser de l'abbé Pierre? Que penser de Caroline de Haas qui a mené donc une enquête post-mortem sur l'abbé en question? Donc, l'abbé Pierre, mort en 2007 à 94 ans, est accusé en 2024 d'avoir agressé sexuellement plusieurs femmes. 7 en tout cas ont témoigné, dont une mineure au moment des faits. Une 8e vient de se manifester et des faits donc, qui se seraient déroulés entre 1970, j'étais pas né, et 2005. Et donc la nouvelle a été rendue publique le 17 juillet par 3 associations dont l'abbé Pierre était le fondateur, donc Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé Pierre, pour ceux qui n'auraient pas compris à quel point il était investi. Voilà, donc on est face à des accusations ou des informations qui touchent quelqu'un qui est mort et qui donc ne peut pas répondre des accusations portées contre lui. Et les 3 organismes que je viens de citer, Emmaüs donc et Fondation Abbé Pierre, ont mandaté un cabinet spécialisé qui s'appelle le groupe EGAE, qui est fondé par Caroline de Haas, donc la militante féministe wokiste, pour réaliser une enquête, ouvrez les guillemets, ouvrez grand les guillemets, indépendante, fermez grand les guillemets. Alors, je vous le demande, que faut-il penser déjà de l'abbé Pierre, L'abbé Pierre et est de un cette affaire? saint homme. Pourquoi l'abbé Pierre est un saint homme? Parce qu'il fait des miracles. Il redonne la parole à des femmes qui étaient muettes depuis 17 ans, ce qui est tout de même miraculeux. Au-delà de cette galéjade, on peut penser ce qu'on veut de la Maître des lois. On peut penser ce qu'on veut de l'abbé Pierre, et je pense qu'ici il y aura peut-être un procès. Mais d'abord il est mort, donc je trouve ça assez minable d'attaquer un mort 17 ans après. Ça aurait été un chef d'État, on aurait pu faire le bilan. Ah, moi j'en disais du mal de son vivant, donc oui, vous permettrez de dire que... on peut dire du mal de De Gaulle. Donc. L'accusation aura la parole. Mais ce que je trouve vraiment là dirigé et totalement politisé, c'est cette histoire effectivement de cabinet. c'est le cas de le dire. Mais...
oui, une histoire de chiottes, vous le pensiez, c'est ça. Dirigée par une féministe convaincue, j'allais dire anti-mâle, et qui de toute façon... qui en vit. Et C'est qui en un vit, oui. business. Oui, c'est un business. Mais c'est pour ça, comme on ne doit Un pas dire commerce. de courtoisie, un commerce. Je préfère un commerce. D'ailleurs, le mot est bien choisi. Et, Je maîtrise l'antenne, vous voyez ça. c'est là où je trouve ça vraiment pitoyable, c'est qu'on en fait des gorges chaudes parce que ça vient de cette officine, comme aurait dit Jean Ferret, qui est totalement à charge et dirigée évidemment pour attaquer encore une fois l'Église catholique. Parce qu'à travers évidemment l'abbé Pierre, il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que c'est une attaque évidemment contre les curés, peu importe qu'ils soient progressistes de gauche, de droite, ça attaque l'Église et c'est déjà une bonne pierre contre l'institution. Mais aussi, ce que je voudrais dire, c'est que autrefois, où l'abbé Pierre, quand il dirigeait, c'était quelque chose de plutôt apolitique et l'abbé Pierre était assez intelligent pour se mettre bien avec tous les hommes d'État pour avoir des subsides et il y arrivait très bien. Puis c'est un grand communicant. Mais maintenant, cet organisme est totalement politisé parce que c'est eux-mêmes qui ont choisi ce cabinet d'audit pour s'auto-accuser. C'est ça ce qui m'a... Alors, c'est ça qui est particulier, parce qu'ils auraient très bien pu... Alors, Jean-Yves Le Gallou. Alors moi j'ai une hypothèse complotiste. Ça change. Parce que pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Une des associations, Emmaüs, a un problème puisqu'il loge beaucoup d'immigrés, ce qui est clandestin, ce qui est moralement très... Tout à leur honneur. Tout à leur honneur, bien entendu. Et nous approuvons fermement. Sauf qu'ils ont quand même un problème puisqu'ils ont été accusés d'employer une trentaine ou une quarantaine de clandestins en dehors de toutes les règles salariales, donc d'exploiter du travail précaire. Donc ça peut être, c'est une hypothèse, ça peut être une opération de diversion. De blanchiment. L'autre hypothèse, De blanchiment de leur image. de blanchiment de l'image, l'autre hypothèse, elle a été évoquée par l'abbé Viau sur Twitter. C'est une hypothèse visant à sortir ces associations, Emmaüs France et Fondation Abbé Pierre. Fondation Abbé Pierre, de cette espèce de parrainage ecclésiastique qui peut-être plus tout à fait dans l'air du temps. Tout ça, ce sont des hypothèses. Ce qui est quand même étrange, c'est de sortir cette affaire 17 ans après, et que ce soit les tenants de l'organisation... 17 ans après sa mort, oui, mais 45 ans, 50 ans après les faits. Oui. Après certains faits. Pour les premières affaires. Oui. Oui, mais c'est le silence traumatique, vous ne comprenez pas, Pierre-Alexandre. Ce sont des femmes qui n'ont pas pu parler, parce qu'elles étaient traumatisées, et maintenant qu'il est mort... Oui, alors après, il faut, Olivier moi, je Frère-Jacques. pense pas qu'il faut non plus prendre à la légère le cas des victimes, parce que s'il y a toutes ces affaires qui sortent, c'est quand même qu'il s'est passé des choses, et en l'occurrence, l'Église a toujours très mal réagi, presque toujours très mal réagi face à ces scandales d'ordre sexuel. D'ailleurs, quelle que soit la sensibilité des personnes concernées dans l'Église, donc des progressistes aux traditionnalistes, il y a toujours une très très mauvaise gestion des cas de harcèlement et d'abus sexuels, et je pense qu'il ne faut pas non plus trop prendre ça à la légère. Dans le cas de l'abbé Pierre, tout le monde savait que c'était pas un enfant de cœur, c'est vrai que c'est étonnant que ça arrive à ce moment-là. Moi, je ne pense pas, comme le père Viau, que ce soit pour sortir Emmaüs du cénacle chrétien, puisque je pense qu'ils en sont sortis depuis quand même assez longtemps. Mais je pense qu'il faut... L'Église doit se poser les bonnes questions. La conférence des évêques de France a fait une fois de plus n'importe quoi, puisqu'elle a communiqué immédiatement sans lire, sans même avoir lu les 8 pages du rapport, pour s'excuser. Donc s'excuser avant même d'avoir pris connaissance de la chose. Venant d'eux, c'est pas étonnant, parce qu'il y avait eu le précédent de la CIAS, CIASE, qui était un rapport qui avait été fait sur les abus dans l'Église. Ils l'ont traité de brebis galeuse, quoi, en quelque sorte. Oui, comme d'autres, mais ce rapport avait déjà été fait dans des conditions qui étaient très contestables. Ouais. Et une fois de plus, on voit que l'Église et les institutions liées de près ou de loin, dans le cas d'Emmaüs, vont chercher forcément à l'extérieur des gens pour leur dire ce qu'il faut faire de bien chez eux. Et en plus, là, quand l'extérieur, c'est Caroline de Haas, ils étaient sûrs de se prendre une gamelle. Alors, cela dit, Philippe le fait Ménard. que l'Église a cherché en dehors d'elle-même, ça paraît plutôt bienvenu, parce que vous avez très justement souligné,
Olivier, que l'Église était nulle en matière de traitement des abus spirituels et sexuels. Voilà. Le fait que la SIAZ se soit réunie, c'est une chose. Le fait que depuis la SIAZ, les abus continuent à être révélés et que les évêques continuent à défendre mordicus l'institution, que les évêques continuent à mépriser le droit des victimes, c'est évident. Et il y a des affaires qui sont positivement stupéfiantes de déni du droit des victimes et de volonté, en dévoyant le message évangélique, de mettre l'ensemble de ces problèmes sous le boisseau. Ce qui est là où effectivement les évêques sont doublement stupides, c'est dans le fait d'adouber un rapport publié par Caroline de Haas qui, avec son entreprise, est quand même l'objet de vives critiques depuis au moins un an, notamment après l'histoire d'un des professeurs du conservatoire de musique qui avait été accusé de tous les péchés de la terre par le cabinet de Caroline de Haas, la contre-enquête ayant prouvé qu'elle n'avait pas interrogé tous ceux qu'elle avait prétendu interroger, qu'elle avait manipulé les témoins et donc elle n'avait pas retranscrit l'intégralité des propos qui avaient été tenus par les témoins qui ont exprimé leur désappointement, voire leur surprise, voire leur colère du fait que leurs paroles aient été travesties, et au point que le type qui avait été exclu du conservatoire a été réintroduit par la force des choses. Et l'a emporté devant un tribunal. Voilà. Donc c'est ça qui est aberrant. D'une part que l'Église soit nulle, mais ça, hélas, c'est un scandale personnel, mais ce sont des preuves sociales. Et d'autre part que Caroline de Haas soit validée au mépris vraiment de tout, c'est-à-dire y compris d'une enquête menée par non pas un cabinet militant, mais par des gens compétents. Alors, Adrien Renoir. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Olivier Frère-Jacques et Philippe Ménard, mais l'abbé Pierre n'était pas un saint de vitrail. Ces histoires, à peu près tout le monde, enfin en tout cas ceux qui s'intéressaient un peu à ce genre de figure médiatique le savaient. Alors pourquoi c'est sorti maintenant ? Il revendiquait lui-même des relations sexuelles. Moi en fait, là où je trouve l'Église encore plus nulle, c'est d'essayer de sauver les meubles de manière très maladroite et en fait d'essayer de sauver une figure catholique qui n'est pas catholique. Donc en fait, moi ça me fatigue ces choses-là. Je pense que l'Église aurait mieux fait de se taire et de ne pas communiquer sur cette affaire. Et je pense que ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est que Caroline de Haas et ce genre de féministe s'attaquent quand même à aussi une figure qui est une figure républicaine qu'on a voulu panthéoniser. Et ça, c'est assez intéressant. C'est une figure qui est adoubée par la gauche française, voilà. plus que par la Révolution mange par les les catholiques enfants. d'ailleurs. Oui. Personnalité préférée des Françaises pendant je ne sais combien d'années. Record de Yannick Noah battu, quoi. D'où les accusations de harcèlement. Oui, enfin, il y avait une baisse quand même de régime quand il a soutenu Garaudy. Roger Garaudy, le Enfin, révisionniste. il a perdu un peu de sa superbe. Et communiste d'ailleurs. Mais alors c'est sans doute aussi parce que l'abbé Pierre était assez proche des communistes. Proche, mais il n'a jamais été. Non, mais compagnon de route. Il a commencé comme député MRP. Oui. Voilà, Voilà. en 1946. Voilà, peu de gens le savent. Et il s'était prononcé contre la grâce de certains collaborateurs incarcérés et condamnés à mort, ce qui, pour un homme d'église, est quand même un peu moyen. Mais bon. Curieux, oui. Ça, vous avez Enfin, en même temps, mais coucher avec des femmes quand on est prêtre, bon, pas après tout. Après, ce serait bien de choisir entre la soutane et l'écharpe Et le tricolore. goupillon. Et Oui. globalement, ça pourrait s'appliquer d'ailleurs à tous les évêques qui prennent sans cesse des positions politiques. Et puis aussi aux catholiques qui leur demandent systématiquement de venir en manifestation alors que tout le monde se passera bien C'est d'eux. On préfère l'ancêtre qu'ils de s'occupent Gaillot, leurs quoi. églises. Enfin, je Exactement. maintiens ma jurisprudence. Tant que ces choses-là n'ont pas été traitées devant les tribunaux, ce n'est pas aux médias de faire le procès. Voilà, c'est tout. Parce qu'après, ça condamne sans qu'il y ait de possibilité de se défendre. Bon, En quelque plus, chose à il est écouter. mouru, alors c'est compliqué. En fait, le vrai pour ça. problème, c'est qu'il est mort. Bah oui, Voilà, c'est quand même Mais c'est pour ça que... un peu gênant. on peut très bien traiter des affaires post-mortem. Il peut y avoir des... Oui, mais c'est... Ben oui, non, mais on peut. c'est la manière Mais de faire qui est gênante, en fait. Oui, non, mais... C'est-à-dire, je pense que Il peut y avoir- lui-même n'est pas disculpable de ses turpitudes, mais que la manière de l'inculper après sa mort est quand même tout à fait... Bon. Et puis un paradoxe énorme, il y a un problème de cette église qui est normalement censée s'inscrire dans le temps long et qui fait tout le temps dans le temps court. Alors, on a oui, c'est-à-dire que quasiment quand on canonisé de s'excuse leur avant vivant. d'avoir lu 8 pages, Oui. effectivement, Oui, mais c'est ce on qu'ils a eu appellent du temps court. les précédents avec Jean Vanier, avec Tim Guénard, tout un tas de personnalités qu'on a portées au nu de leur vivant, et puis après on se rend compte, sinon c'était pas si joli que ça. On se rend compte soit de leur vivant, soit juste un petit peu après leur mort. Donc
Donc je pense qu'il faut prendre du temps. Les canonisations extrêmement rapides, ce qu'ils ont fait d'ailleurs notamment pour Jean-Paul II, sont des choses dangereuses. Il faut laisser le temps faire les choses. L'Église, c'est temps long, c'est pas iTélé ou Twitter. BFM, c'est pas de l'immédiateté. Il faut prendre Alors, son temps. je vous coupe parce qu'il nous reste peu de temps. Il y a un sujet qu'il faudrait quand même traiter. C'est les scandales, les sans-culottes littéralement et les racailles à l'Assemblée nationale. Donc, et également le traitement qu'on a infligé au Rassemblement national, qu'on ait voté pour lui ou pas, le premier parti de France. Donc, Ce sont les abstentionnistes, le premier parti de France. Oui, c'est le Rassemblement national, le parti. Est-ce qu'on Bah, peut c'est ce que répondre j'ai à dit, non deux Non, questions ce sont les abstentionnistes. ah, bon, oh là là. Oh. Allez, Est-ce qu'on peut laissons répondre parler Philippe Hénard. Voilà. Non, juste deux questions des auditeurs de Radio Courtoisie. Oui. Le soutien inconditionnel de personnalités comme Vance ou Nikki Haley ayant violemment critiqué Trump dans un passé pas très lointain reflète-t-il d'après vous de l'opportunisme ou une réelle faculté de Trump de fédérer les républicains C'est la faculté de Trump. Alors pour Vance, c'est un changement de paradigme. Pour Nikki Haley, elle s'est ralliée au chef parce qu'elle considère que de toute façon... maintenant que Trump a été désigné, ça ne sert à rien de tendre le marchepied à Biden, ni à Kamala Harris, dont elle dit, comme tous les autres républicains, qu'ayant été vice-présidente pendant 3 ans, elle est au moins aussi nulle que Biden, surtout sur la question des immigrants dont elle était en charge Oui, puis ça, et qu'elle a très mal traité. C'est la vieille tradition d'ailleurs américaine, mais aussi en France. C'est-à-dire qu'une fois les primaires passées, on se rallie au vainqueur. C'est assez banal. Et en remplaçant Joe Biden, Kamala Harris saura-t-elle exclure définitivement Michelle Obama de la course au présidentiel ? C'est pas certain parce que Obama fait partie de ceux qui n'ont pas encore rallié Kamala Harris. Ah, ça c'est intéressant. Très bon message sur l'abbé Pierre. Vous voulez que je vous le lise ? Rapide, mais parce que je voudrais Bonsoir. parler de Pourquoi l'Assemblée. parlez-vous de droits des victimes dès lors où c'est à la justice de la rendre et que précisément on ne l'entend pas ? Toutes ces affaires sans procédure sont lamentables. C'est Xavier. Merci Xavier. Ah, je croyais que c'était Charles-Henri. Non, c'est Xavier. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Tu as réussi à t'envoyer des mais mails. Vous savez qu'il y a des auditeurs dont je ne sais pas faire. Ah, bravo. Allez, donc la semaine dernière, triple scandale à mon avis des parlementaires du système. Et j'avoue que j'ai encore du mal à savoir quel est le plus écœurant de tous. Donc d'abord, celui qui a vu un système entier se tenir les coudes pour exclure le RN de toute responsabilité à l'Assemblée, au mépris d'une tradition qui veut que l'ensemble de l'hémicycle soit représenté dans les postes clés. L'attitude d'élus LFI complètement débraillée. On a vu des photos, on aurait dit des points de deal dans les banlieues, affichant parfois donc des codes de racaille, justement, en essayant d'intimider leurs opposants, en leur parlant dans les travées comme d'autres agresseraient un petit blanc dans la rue. Et la cerise de l'indignité, évidemment, étant le bizutage immonde qui a été réservé au plus jeune député RN, donc Flavien Termet, 22 ans, à qui les LFI et même certains macronistes ont refusé de serrer la main, alors que la tradition veut, là encore, que les plus jeunes députés serrent la main de chacun de leurs collègues au moment du vote pour élire le président de l'Assemblée nationale. Alors, voilà, on a très peu de temps, si vous voulez vous exprimer. Jean-Yves Le Gallou. Oui, juste un point, Pierre-Alexandre. En ce qui concerne le serment de main du Benjamin à ses collègues, Termet, oui. oui, c'est une tradition. En ce qui concerne la représentation à la proportionnelle du bureau de l'Assemblée à la proportionnelle de l'Assemblée, c'est pas une tradition, c'est le règlement. Et le règlement, il a valeur de loi organique. Donc, alors c'est bien pire que ce que je pensais, évidemment alors. plus grave. Et c'est d'ailleurs un règlement qui est ancien parce qu'il remonte aux fondations de la Ve République, reprenant sans doute antérieurement des règlements comparables, mais il a été en quelque sorte toiletté, puisque il y a quelques années, on a rajouté qu'il devait aussi être représentatif de la diversité des hommes et des femmes. Bon, mais ça qui a peut-être été respecté, je n'ai pas vérifié, mais en l'occurrence, c'est la loi. D'ailleurs, en règle générale, c'est le genre de représentation où il n'y a pas besoin de vote, où les groupes se mettent d'accord pour se répartir les postes à la proportionnelle en fonction d'une valeur différente, suivant que c'est le président, le vice-président ou le secrétaire. Il y a système de points qui est... Il y a un système de points qui avait d'ailleurs été respecté en 2022 et qui avait été aussi respecté en 1986, où le Front National de Jean-Marie Le Pen avait obtenu 2 postes de secrétaire. À l'époque, d'ailleurs, la question qui s'était posée était de savoir si on lui donnait un poste de vice-président ou 2 postes de secrétaire, finalement 2 postes de secrétaire. Et en l'occurrence, une fois les vice-présidents élus,
le reste des postes a été réparti sans vote par consensus. C'est ça la règle. Et là, la règle n'a absolument pas été respectée. Et est-ce qu'elle est susceptible d'appel, alors, enfin, cette espèce Je ne d'infraction? pense pas parce que l'Assemblée est souveraine. Donc, il y a un appel, oui, il y a un contentieux devant le Conseil constitutionnel, notamment sur la base du fait que les ministres ont voté. Enfin, ça, c'est pour le contentieux pour La les présidence. vice-présidences. Là-dessus, je pense qu'il peut y avoir un contentieux aussi, mais le Conseil constitutionnel se déclarera probablement incompétent. Et pour cause, puisque Laurent Fabius Olivier Favargeau avait été élu président de l'Assemblée nationale par les ministres de Rocard, qui étaient dans la même situation que les ministres de Gabriel Attal aujourd'hui. Donc on voit mal Laurent Fabius, qui aujourd'hui est président du Conseil constitutionnel, donner tort à une pratique dont il a lui-même profité en 1986. En 1900... Adrien Renoir. 88, pardon. Je vais évoquer un autre point, parce que nous avons peu de temps. Je pense que, on parlait de là c'est une règle, mais pour le côté serrage de paluche, c'est une tradition. Alors oui, l'attitude des députés LFI est déplorable, mais en fait j'ai envie de dire, les Républicains s'étaient illustrés de la même manière avec Marion Maréchal Le Pen à C'est ce que l'époque. j'allais dire. Bruno Le Maire et Fillon n'avaient pas serré la main, donc en Ouais, fait c'est une habitude... la c'est le comportement C'est lamentable pitoyable. des hommes politiques est une vieille habitude française. C'est Des hommes un politiques bel exemple de républicains. montrer sur la cordialité, la politique française. Je crois Et qu'il y a je une termine. différence Il y a- entre le pas tous, comportement... Il y a un hold-up. Bon, bah, je termine. Il y a un hold-up démocratique, c'est que le RN, qui a plus de députés, il faut quand même le dire, aujourd'hui qu'avant les élections, et on l'oublie parce qu'on parle d'une défaite, c'est pas une défaite Ils objectivement. ont presque doublé le nombre. Enfin, pas tout à fait, doublé, un tiers mais, de plus, ouais, c'est 143 au lieu de 89. 88. ouais. Bon, donc c'est objectivement une victoire. Bon. Mais les médias sont très forts de réussir à faire croire aux gens que c'est une défaite. Enfin, ça, bon. C'est une défaite, le Front républicain a gagné. Non, Le Front mais- républicain est majoritaire à mais l'Assemblée ça, nationale. c'est le tripatouillage et l'arrangement politique, on est d'accord. C'est une coalition. Mais alors c'est deux victoires si vous voulez, parce que d'augmenter ses députés d'un tiers, c'est quand même une victoire objective. C'est le verre vide et le verre plein. Voilà. Bon, bref, je ne sais pas ce que je veux dire, c'est que là où il y a un hold-up démocratique, c'est qu'ils ont moins de postes à responsabilité maintenant qu'avant Qu'il y a 5 l'élection. 2-3 mois. Donc, ça ne respecte pas la volonté des Français. Non, c'était Jean-Yves qui voulait parler. Jean-Yves, oui. Non, mais Alors, il y a une personne là-dedans qui a eu une attitude à peu près décente, c'est Clémentine Autain, ça m'arrache Oui. la bouche de le dire, mais Elle était obligée, puisqu'elle a créé son propre mouvement qui s'appelle l'après, Oui. pour sortir de la LFI et pour se différencier de la LFI. Elle elle a est venue serrer la main. voilà. Ce qui, je pense, faudrait voir si elle avait serré la main de Marion Maréchal Le Pen quand, la dernière fois, et j'en doute. Et je pense que c'est surtout de la communication pour montrer je ne suis pas comme LFI, donc je ne suis pas dans l'outrance, donc je serre la main, parce qu'elle l'a fait quand même avec un petit peu de dégoût. Oh non, sur la photo, elle a l'air plutôt cordiale. En revanche, ce qui est très étrange, c'est qu'elle n'a pas serré la main de la deuxième Benjamin, qui s'appelle Hanan Mansouri, qui est LRRN, donc qui est toujours dans cette alliance ciotiste. En gros, c'est une ciotiste. 23 ans, à qui une grande partie des députés n'ont pas serré la main non plus. Et cette fois, Clémentine Autain, qui venait de serrer la main de Flavien Termé, et a snobé la jeune femme, donc Hanan Mansouri. Alors pour quelle raison? J'avoue que je ne comprends pas, parce qu'en plus c'est une femme, elle aurait dû serrer la main de la femme. Non, Enfin, justement, comme c'est une militante féministe. Mais non, Concurrence mais féminine. c'est une militante hyper féministe. Quoi. Féministe et Je antiraciste. pense qu'il faut distinguer En plus, les ouais. cas dans les refus de serment de main. Je pense que le refus de serment de main de l'extrême gauche, de LFI, c'est un acte idéologique. On ne serre pas la main de l'ennemi. Bon, c'est un acte idéologique. Le refus de serment de main de Marion Maréchal par Le Maire en 2012, ou le refus de serment de main de Madame Pannier-Runacher, de Monsieur Ternay, ça c'est de la lâcheté, de l'alignement sur les positions des autres. C'est pas la même démarche. Il y a une démarche idéologique qu'on peut condamner, et il y a une démarche qu'on peut préférer, On va et préférer il y a une plutôt. démarche de lâcheté qu'on Oui. peut mépriser. Voilà, c'est Alors celle-là il y a qui est une bizarre. dernière question que j'aimerais vous poser, parce qu'il nous reste que 2 ou 3 minutes maintenant, 3. Que penser de l'attitude du RN? On voit dans Valeurs Actuelles de cette semaine Marine Le Pen qui explique que pour gagner, en gros, le RN doit être absolument exemplaire. Et eux ont notamment fait voter LFI pour attribuer des postes dans les présidences et les commissions. Alors, que penser? Est-ce que le RN a raison de jouer le jeu à ce point? Mais qu'est-ce qu'il y a Je ne dis derrière pas qu'il a leur tort, hein. Il n'est pas crédible. Le vote, ils ont voté pour LFI en disant à la proportionnelle, il y a 2 LFI,
de RN et de autres, de ensemble RPR. Bon. Mais ça, c'est la logique s'il n'y a pas de vote. Il y a un accord entre les groupes et il n'y a pas de vote. À partir du moment où il y a un vote et où les voix vont se compter, c'est une absurdité incompréhensible de voter pour LFI. Mais ils ont voulu montrer leur bonne foi. Ils ont voulu montrer patte blanche républicaine, ils ont voulu montrer leur bonne foi, et ils ont vu que ça ne fonctionnait pas. Ou au contraire, comme ça. ils ont voulu coller la marque de la bête sur LFI en montrant que LFI avait été élu avec les voix du RN. Et d'ailleurs, Darmanin a immédiatement s'est mis à glapir comme quoi LFI s'était déshonoré puisqu'il avait profité des voix du RN. Les mecs de LFI ont répété immédiatement que la fille LR qui s'est fait élire avec les voix du RN était elle aussi couverte de lèpre et de différentes ordures et de champignons vénéneux pour la même raison. C'était une manœuvre d'Assemblée incompréhensible, qui ne leur a pas rien rapporté et qui est incompréhensible. Ce qui est plus grave... C'est bizarre parce qu'ils jouent super finement depuis plusieurs années. Oui. Ce qui est plus grave, à mon avis, c'est la déclaration de Marine Le Pen dans Valeurs Actuelles, une interview qui est assez intéressante, mais où elle déclare la presse de gauche nous aide à être irréprochables. C'est-à-dire qu'elle se place dans le logiciel de la gauche pour juger de son irréprochabilité et de l'irréprochabilité de ses candidats. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le DRH, c'est Mediapart, c'est Libération. C'est une phrase absolument incroyable. Alors, sur cette forte conclusion, chers amis, nous sommes obligés de nous quitter parce que l'émission touche à sa fin. Merci Philippe Ménard, Charles-Henri Deloy, Olivier Frère-Jacques, Jean-Yves Le Gallou, Adrien Renoir et Claudia aux commandes. Je vous rappelle donc que ce sera le dernier rendez-vous de la réinformation de la saison, la faute aux Jeux Olympiques qui nous empêche littéralement de faire venir nos invités. Donc nous vous programmons un petit programme, c'est le cas de le dire, de rediffusion et je vous donne rendez-vous donc pour le retour des émissions en direct à la fin du mois d'août lorsque nous serons débarrassés des Jeux Olympiques. À bientôt.